Bonjour à tous. Alors, hier, j'ai vu une vidéo de la youtubeuse Qu'est-ce qu'on lit qui parle de l'autofiction et j'avais envie d'y répondre parce que j'étais pas tout à fait d'accord avec pas mal de ses arguments et donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant. J'ai hésité quand même pendant une journée parce que c'est une youtubeuse que j'aime bien par ailleurs et aussi parce que l'autofiction est un sujet que j'aborde souvent sur cette chaîne parce que comme vous le savez, c'est un genre que j'aime et c'est un genre dans lequel j'écris et souvent, quand j'entends les gens en parler, il est rare que je sois tout à fait d'accord avec ce qu'ils disent. Surtout, là, cette vidéo m'apporte un peu de frustration parce que je trouve qu'elle va vraiment... Enfin, elle enfonce des portes ouvertes, elle va pas beaucoup plus loin de ce que la plupart, enfin, monsieur et madame tout le monde pourraient dire sur Facebook en parlant du nouveau Édouard Louis ou du nouveau Bec BD, c'est-à-dire que on s'en fout de leur vie, c'est-à-dire que c'est un manque d'imagination, etc., etc. Donc je voulais voir ça avec vous, et je voulais que ce soit discursif quand même, parce que je pense que certains de ces arguments vont peut-être quand même vous convaincre. Donc voilà, c'est des hypothèses que j'aimais. Et je vais commenter à chaque fois que je suis pas d'accord, donc voilà, il y aura peut-être des passages qui seront coupés ou tronqués. En tout cas, je vous invite à regarder sa vidéo, qui est sa toute dernière, si vous voulez voir exactement de quoi je parle. Un conseil que presque tous les aspirants écrivains ont déjà entendu au moins une fois est d'écrire sur ce que l'on connaît. Il suffit d'aller faire un tour dans la première librairie venue pour se rendre compte que beaucoup d'écrivains publiés ont pris ce conseil au sérieux. Peut-être un peu trop au sérieux. Il est difficile de ne pas se sentir noyé, englouti sous une marée qui revient sans cesse et sans cesse après chaque rentrée littéraire, d'autofiction et d'autobiographie plus ou moins habilement déguisée. C'est devenu un attendu. Dans cette rentrée littéraire, de qui va-t-on pouvoir lire les sordides expériences? De quelle célébrité plus ou moins connue va-t-on découvrir la vie? Déjà, dès la première phrase, je suis pas d'accord avec ce qu'elle dit dans le fait qu'elle mélange à la fois les textes venant de célébrités avec des autofictions. Je sais pas moi, l'autobiographie de la chatte de Karl Lagerfeld, disons, n'est pas mauvaise parce que c'est une autofiction, mais parce que c'est un livre qui aura été certainement écrit par un prête-plume. Enfin, on pense pareil pour les autobiographies de Loana ou ce genre de truc. Mélanger ça à la littérature, déjà, c'est un contresens. En fait, ça exclut d'avance le genre autofictionnel, en l'associant à quelque chose qui n'est pas, c'est-à-dire des confessions de célébrités, des livres quand même plutôt putassiers qui sont là que pour faire de la vente, parce que on pense aux livres de politique ou de Valérie Trierweiler, moi c'est ce qui me vient par exemple. Pour moi, on peut peut-être le mettre dans le camp des autofictions, mais si c'est mauvais, c'est vraiment pas parce que c'est des autofictions, c'est parce que les gens qui les écrivent ne sont pas des écrivains. Aussi, l'autre erreur qu'elle fait dans cette phrase, c'est le fait que chaque année sort des centaines d'autofictions. Donc ça me fait penser un peu, ça rejoint l'argument de chaque année il sort 500 romans, comment on va pouvoir faire le tri. Enfin, je trouve que c'est un argument un peu de personnes qui ne s'intéressent pas à la littérature. Et je sais que c'est faux venant d'elle, mais je trouve que c'est un argument qui vient de personnes qui entendent cette info à la radio et qui va dire « Oh là là, qu'est-ce que c'est que tous ces livres ?» Et donc c'est factuellement faux parce que cette année, par exemple, l'autofiction est un genre qui est plutôt désuet. C'est un genre qui n'est pas... la vidéo de Qu'est-ce qu'on lit est en retard de quelques années, quoi. C'était un genre qui faisait vendre il y a environ 10 ans. C'est ce qui est écrit sur la page Wikipédia sur l'autofiction. C'était un genre vraiment affectionné dans les années 2010. Et ce n'est plus le cas aujourd'hui. Il suffit de voir par exemple le dernier Édouard Louis, je parle pas de celui sur son frère, mais celui sur sa mère qui est sorti pendant la fête des mères, donc il y a quelques mois, il paraît qu'il a fait un bide, malgré l'arsenal médiatique. C'est un genre, peut-être justement parce qu'il est souvent critiqué d'une manière non experte, d'une manière qui... La plupart des médias disent aussi ce truc de on en a marre des autofictions, on en a marre des gens qui racontent leur vie, on en a marre des gens qui s'épanchent et qui font leur psychanalyse en livre. C'est un genre qui n'est plus trop estimé, qui n'est plus trop souhaité en librairie. C'est la théorie qui veut que toutes les histoires aient déjà été racontées, alors il ne reste plus à chacun que de parler de soi, d'écrire sur soi, de recommencer à l'infini, jusqu'à ce que la littérature explose sur elle-même. La littérature... je ne pense pas qu'elle va se auto-imploser à cause de l'autofiction, mais plutôt à cause du manque de lecteurs qui est de plus en plus prégnant. De moins en moins de gens lisent, autofiction ou pas autofiction. Alors peut-être qu'elle veut dire que si les gens lisent moins, c'est parce qu'ils en ont marre des autofictions, mais je suis pas sûre. En tout cas, enlever le genre autofictionnel ou l'opposer de manière comme ça aussi drastique à la littérature, quand on sait que ce qui est vu comme la première œuvre d'autofiction, c'est La Recherche de Marcel Proust. Le terme autofiction a été inventé en 1977 par Serge Doubrovski pour son livre Le Fils, où il fait de lui-même le personnage de ce roman. Je vivais à New York, je lisais Freud et je venais de terminer un manuscrit de 1600 pages que j'avais baptisé Le Monstre.
Il lisait Freud. Quand je vous disais qu'il fallait 2-3 trucs, 2-3 petits changements de rien du tout pour qu'on se mette à parler de soi, notamment je parlais de ça. Vers la fin du XXe siècle et au début du XXIe, beaucoup d'écrivains se servent de leur vie pour écrire, non pas leur autobiographie, mais leur roman. Qu'est-ce que ça veut dire? Je crois que c'est le retour de l'individu sur lui-même, mais chacun peut porter un regard différent. Il peut y avoir des autofictions ironiques, d'autres émotives, d'autres, c'est à chaque écrivain de trouver la manière de parler de soi. Bien sûr, le concept d'autofiction n'a pas attendu, bien sagement, que Serge Dubrovsky invente ce terme pour exister, comme toujours. L'idée du concept précède ce qui nomme ce concept. Mais le mot aide à penser et à désigner cette réalité et sa place dans la création artistique. Aujourd'hui, pour repérer les livres d'autofiction, en général, il faut suivre la liste. Un conseil que je peux vous donner, c'est de suivre la trace, tel un petit poussé, des livres qu'on va qualifier de importants, on va dire les révélations de un tel ou un tel sur telle chose qui est arrivée. J'en ai choisi 2, dont on a beaucoup parlé, à juste titre, comme des livres importants récemment. Donc là, déjà, ce qui me pose problème, c'est le fait que elle dit que pour différencier l'autofiction de la non-autofiction, ce serait qu'est-ce que le livre apporte à la société, ce qui me paraît faux. En fait, l'autofiction, c'est à partir du moment où l'auteur décide d'écrire sur lui en prenant une certaine liberté. Là, elle parle justement de Dubrovsky, qui a effectivement créé le terme d'autofiction, mais il faut savoir que même s'il est souvent utilisé, même moi j'en avais parlé, je crois, dans ma vidéo sur Knausgaard, la définition même d'autofiction est assez changeante et tous ne s'accordent pas sur celle-ci, quoi. Pour Dubrovsky, d'ailleurs, ce que je voulais dire, c'est que elle part du principe, finalement, dans cette vidéo, que l'autofiction, ça va être écrire sur moi, ça va parler de mon expérience, alors que Dubrovsky lui-même, dans son autofiction, va inventer des choses, va par exemple inventer toute une journée qui n'a pas existé, et dans ce cas-là, en quoi l'opposer à la fiction? C'est ça, en fait, le souci, c'est que je trouve qu'elle fait une distinction bien trop claire entre la fiction et l'autofiction, et ça pose des problèmes. Pour parler justement d'autres personnes qui ont parlé de l'autofiction et qui ont essayé d'en donner une définition, on a par exemple Jeunette, qui va corriger un peu celle de Dubrovsky en disant que les personnes qui changent quelques petits faits dans leur autobiographie pour pouvoir, je sais pas, par exemple, ne pas blesser des personnes ou ne pas, changer des noms pour ne pas avoir des problèmes avec la loi ou ce genre de trucs, pour lui, ce n'est pas de l'autofiction. L'autofiction doit être purement créative. Il doit vraiment y avoir des choses inventées, non pas par souci de bienséance, quoi, mais par souci créatif, quoi. Et justement, il appelle ces autofictions un peu modifiées pour ne pas blesser les proches, par exemple, il les appelle plutôt des autobiographies honteuses. Donc on voit que l'autofiction, quand même, le mot fiction est presque plus important que le mot auto dedans. Dans le consentement, Vanessa Springora revient sur la relation d'emprise pédocriminelle dont elle a été victime de la part de l'écrivain Gabriel Matzneff, à l'époque auréolé de gloire, qui avait vraiment une place conséquente dans le milieu littéraire de l'époque. J'affiche complet, un peu plus loin. Je suis archi-comble, plus loin. Elle et d'autres victimes de Matzneff ont été la matière de ses livres à lui. Il leur dictait presque, il leur soufflait en tout cas l'idée de lettres, et il publiait aussi les lettres que donc ces jeunes enfants lui écrivaient dans ses propres livres. Dit autrement, il faisait l'autofiction, en tout cas de sa propre pédocriminalité, la matière de la plupart de ses livres, en toute impunité. Et il a même été récompensé pour ça. Là, déjà, on voit que la manière rhétorique, c'est d'associer justement l'autofiction de suite à quelque chose de problématique, puisque, genre, des années 90, affectionné par des criminels, quoi. Même si après, elle va apporter une nuance, justement, avec le fait que les victimes elles-mêmes se sont réappropriées le genre. Mais de suite, dans la tête du lecteur, enfin, pas du lecteur, du spectateur, il y a une sorte de méfiance par rapport à ce genre. Alors que bien sûr que si justement on parlait de Proust, ou on parlait de Céline, ou on parlait de Duras, ou on parlait de Colette pour l'associer au genre autofictionnel, ce qui est la vérité aussi, ben le spectateur n'aurait pas des a priori négatifs sur ce genre-là, il serait moins méfiant, il l'associerait plus facilement à un autre genre littéraire. Dans sa version, dans son histoire, dans son livre, Vanessa Springora explore les mécanismes d'emprise qui ont permis déjà qu'elle soit victime de cet homme, et toute la complaisance aussi du milieu des proches, du milieu littéraire, qui ont permis à cet homme de 50 ans d'avoir des relations au vu et au su de tout le monde avec des enfants de 10 à 16 ans. C'est pour ça que l'écriture d'un livre lui semblait une évidence, car pas une évidence dans le sens de la facilité, mais elle avait besoin de s'exprimer sur la même scène qu'il avait livrée en pâture. Délicat, il est fort de réflexion sur la collusion, notamment, même si pas que des milieux littéraires et intellectuels, de tout ce qu'on se permet au nom de l'art, le vrai, avec un grand A. Il ne sombre jamais dans le sordide, dans le voyeurisme gratuit. Triste Tigre de Neige Sino a fait grand bruit à sa sortie. Neige Sino revient sur les viols dont elle a été victime de la part de son beau-père, donc pendant un inceste qui a perduré pendant qu'elle était enfant. Ce n'est pas à proprement parler un récit, mais plus une exploration de sa pensée sur
les mécanismes qui permettent à ces situations d'arriver, de se reproduire, de perdurer dans le temps, et qui en font une réalité tristement banale en France. C'est un livre qui est éprouvant, qui est aussi protéiforme, bien qu'il soit ancré dans l'expérience de Neige Sino, ce n'est pas du tout que ça. Comme elle-même ne catégorise pas leurs livres en autofiction ni même en récit, je m'interroge sur la place et la réception qu'on fait à ces livres. Notre Triste Tigre. Il a reçu, entre autres prix, le prix Goncourt des lycéens, dont la définition même sur le site du gouvernement indique qu'il s'agit d'un prix pour des romans. Ce prix permet aux élèves d'une 50aine de classes de découvrir et lire l'intégralité des romans de la rentrée littéraire figurant dans la sélection de l'Académie Goncourt. Triste Tigre a reçu d'autres prix qui récompensent principalement des romans. Pas que, mais l'écrasante majorité. Et je suis allée voir les notes les plus basses données à Triste Tigre sur Babelio. Il en ressort une incompréhension sur les intentions de l'autrice, des questionnements justement sur le pourquoi, le comment de cette forme déroutante qui n'est pas un roman, en publiant volontairement ses livres dans des collections réservées aux romans, en leur donnant des prix qui sont l'apanage quand même de romans. Est-ce que ça ne contribue pas à les réduire à justement ce qu'ils ne veulent pas être? Des livres importants au sens de paroles singulières qu'on va lire avec horreur, avec effroi, en se disant « Ah, mais c'est pas possible », tout en étant heureux que ça ne soit pas arrivé à nous. On va me dire de manière très légitime que j'exagère, que ça permet d'inviter ces questions de société, de les faire exister par le moyen du livre, et finalement, peu importe le moyen, ça les fait exister. Mais si seuls les littérateurs en parlent au sens intellectuel, artiste, etc., si ce n'est que discuter, je ne remets encore une fois pas en cause l'importance, la légitimité de l'existence de ces livres, de leur publication, mais vraiment de la réception. Les missions sont des livres, ils ne sont pas des actions, ils ne sont pas des actions politiques. Mais je ne peux m'empêcher de me demander dans quelle mesure les réduire ou les considérer plutôt seulement sous l'angle de l'objet artistique, qu'on va discuter entre amateurs d'art, dont on va discuter sur la part de réel, sur le rapport au langage et comment ça a été difficile de mettre tout ça en mots, ça les empêche peut-être que le matériau décrit mette le feu aux poudres. Et peut-être que j'ai tout faux. Hein. Peut-être que de toute façon, ce sont des mécanismes qui sont tellement longs à mettre en place que un seul livre, évidemment, ne suffirait pas. Je veux pas qu'on leur donne une responsabilité trop forte, évidemment. Mais j'ai quand même entendu cette blague. Ah bah alors, ça va être quoi le thème de cette entrée littéraire? L'année dernière, c'était l'inceste. Derrière cette triste tentative d'humour, on voit bien l'impact involontaire de livres à sujet, à thème, qui sont confondus pour beaucoup avec de l'autofiction, même quand leurs auteurs et leurs autrices ne s'en réclament pas. Donc là, c'est nier le fait que justement ces livres-là ont eu vraiment un impact sur la manière dont on voit dans la société l'inceste. Ça, enfin, il y a quand même eu le MeToo inceste suite à la publication de La Familia Grande de Camille Kouchner. Donc ça a amené sur la place publique des sujets qui étaient encore tabous, même s'ils l'étaient de moins en moins quand même. Faut pas non plus penser que c'est uniquement depuis MeToo que ça a changé. Il y a des autrices comme Christine Angot qui en ont parlé. Et bref, enfin, on fait pas une vidéo sur le fait l'inceste, le tabou et la société, mais sur le fait que dire que ces livres-là auraient eu plus d'impact si ça n'avait pas été des romans, mais si ça avait été... En plus, on ne sait pas vraiment c'est quoi qu'est-ce qu'elle propose comme alternative. Est-ce que les gens auraient, enfin les autrices en question auraient dû faire des interviews? Est-ce qu'elles auraient dû faire des témoignages? Enfin, c'est déjà une sorte de témoignage, ce qu'elles ont écrit. Qu'est-ce qu'elles auraient pu faire donc pour que ça fasse vraiment un pavé dans la mare? On ne sait pas trop. Enfin, je pense moi vraiment qu'un livre aura plus d'impact qu'un article qui sera justement... le temps va l'effacer beaucoup plus rapidement. À côté de ça, le fait qu'elles disent que justement ces livres ont finalement quitté le sociétal, le message qu'on peut dire, enfin le discours sur l'inceste, le discours sur la pédocriminalité pour entrer dans l'art et donc être discuté en œuvre d'art, c'est encore faux. En fait, il suffit d'écouter beaucoup d'émissions mainstream pour voir que la plupart du temps, les gens qui parlent de livres ne parlent pas des livres, mais ils parlent de ce qu'ils racontent, ils parlent de ce qui s'y passe, ils parlent de justement ce que le livre dit sur le monde. Je pense justement au livre de Bégodeau, il dit justement que les politimanes, les gens qui... Enfin, c'est des gens qui prennent la littérature justement pour qu'est-ce qu'elle dit politiquement, quelle est son utilité politique. Et vraiment, les livres sur l'inceste, c'est un exemple criant de ça. C'est un exemple vraiment... Je ne vois aucune émission sur le sujet, aucune émission grand public en tout cas, qui ait vraiment questionné la forme, le style, le genre, les choix esthétiques de ces autrices, mais seulement ce qu'ils disaient, seulement les mécanismes mis à l'œuvre de l'inceste ou ce genre de trucs, justement ce que dit Qu'est-ce qu'on lit. Donc, pareil, factuellement, ça me paraît plutôt faux de dire que ces livres n'ont pas eu une utilité politique alors qu'ils n'ont eu que ça. Et que justement, moi, en tant qu'amatrice d'art, j'aurais voulu qu'ils soient aussi questionnés en tant que proposition esthétique. Et dans ceux-là, par exemple, les trois que j'ai cités, moi, le seul qui vaut vraiment lecture pour un amateur d'art, ce serait plutôt celui de Neige Sino. Alors que celui de Springora ou celui de Kouchner, ils ont eu une utilité, justement, de dénoncer des choses qui étaient tabous, mais littérairement, ils ne m'apportent rien en tant que lectrice, quoi.
Et moi, c'est plutôt quelque chose, justement, que si je devais poser la question qu'elle pose, c'est-à-dire pourquoi choisir la forme littéraire pour ce genre de choses, je pourrais être d'accord avec cette question si on ajoutait pourquoi choisir cette forme littéraire pour ne rien en faire ? Pourquoi choisir cette forme littéraire si on ne propose rien de littéraire derrière ça ? Mais en même temps, je ne vais pas non plus râler que ces livres soient sortis, étant donné qu'il y a plein de livres, c'est ce que je dis dans le magazine littéraire que j'ai fait, il y a plein de livres inutiles, plutôt mal embouchetés, enfin mal écrits, etc., qui sortent chaque année et qui n'ont aucune utilité politique. Au moins, saluons que ces livres aient pu faire changer le regard des gens sur des personnalités comme Matzneff ou sur justement les enjeux dans la famille qui se posent, qui discutent justement ces sujets qui étaient jusque-là tabous, quoi. Yann, vous avez lu le témoignage de Sandrine Rousseau ? Oui, je l'ai lu. La première chose qu'on doit vous dire, c'est qu'en tant que victime, on vous doit le respect dû à toute victime et à sa dignité. Et ce genre de méfait doit être sévèrement puni. C'est que j'ai l'impression qu'on tournait énormément autour de l'agression. Et ce qui m'a manqué en tant que lecteur, pour voir, pour comprendre, c'est en fait le dire de l'agression. Je voulais voir l'agression. Je trouve que par rapport à vos lectrices concernées, peut-être que la description clinique exacte de l'acte leur dit « c'est ça, c'est vrai, c'est comme moi, elle est dans le vrai, elle a raison ». Si ce ne sera ni la première, ni la dernière fois que cet homme s'illustrera par une dégueulasserie, la dimension voyeuriste de l'autofiction est indéniable. Là, juste le passage sur moi, en fait, là, elle voit, ce qui me dérange, moi, je déteste, non, c'est un peu fort, j'aime pas spécialement moi, mais là, en fait, ce qu'il fait, c'est, il pose une question justement esthétique. Pourquoi ne pas avoir choisi de confronter le lecteur exactement à ce qui se passe et quelque chose comme ça, en choix de mise en scène, quoi. Donc, elle assimile ça à du voyeurisme, mais en même temps, est-ce que toute lecture n'est pas du voyeurisme ? Enfin, je trouve que le reproche de voyeurisme, c'est quelque chose qui toujours me dérange un petit peu, parce que c'est souvent, dès qu'une œuvre va aborder des sujets complexes et va le faire d'une manière radicale et frontale, on va l'accuser d'exhibitionnisme et on va accuser ses lecteurs ou les gens qui auraient voulu que ça aille plus, ou ce genre de truc, de voyeurs. L'art, quand même, pour moi, pas forcément toutes les œuvres d'art, mais pour moi, il y a une part d'exhibitionnisme qui est importante. Et c'est un argument un peu moral ou moralisant de reprocher ça à l'art, quoi. L'autofiction est symptomatique de notre temps, où pour la première fois dans l'histoire, non seulement parler de soi est encouragé, mais le fait de tout dire, de ne rien cacher, c'est considéré maintenant comme nécessaire, cathartique, courageux. Le débat de savoir si c'est le contexte plus global qui favorise l'autofiction ou si c'est l'autofiction qui nourrit un contexte plus global du dévoilement de soi est à mon sens stérile et inintéressant. Pourquoi, en revanche, quand il s'agit de mettre en scène sa propre vie, de se raconter son expérience, de styliser justement sa vie, sur les réseaux sociaux c'est considéré comme narcissique, superficiel et mensonger, mais que cette même sentence ne s'applique pas à l'art. Pourquoi aujourd'hui on pose encore la question de savoir mais quelle part de vous y a-t-il dans ce livre ? Qu'est-ce qu'on cherche quand on pose cette question ? Un pourcentage, une recette de cuisine, quelque chose de vraiment clair, on va surligner tel passage et barrer un autre passage ? Quand Fatima Das écrit son livre un peu ovni, dont le personnage principal s'appelle aussi Fatima Das, mais dont elle dit que ce n'est pas elle. On lui demande de venir se justifier et s'expliquer sur ses prises de parole, sur son propre rapport personnel entre religion et sexualité. J'ai la sensation que souvent que je suis pas écrivaine, qu'on parle plus de moi en fait, alors que moi si j'écris c'est pas pour parler de moi mais c'est pour raconter une histoire qui est pas loin de la mienne, mais ça m'intéresse pas de parler de moi, et j'ai la sensation que du coup on s'attarde pas sur mon texte et qu'on parle jamais de mon travail en fait, parce que j'estime que c'est du travail et que ça m'a pris plus d'1 an et demi et que voilà, j'ai subi la solitude autant que d'autres autrices et j'ai travaillé, et du coup j'ai l'impression qu'on en parle pas assez. Elle a l'air si triste. On oublie, ou en tout cas on met de côté la tentative artistique, le travail sur le langage, sur les mots, sur le médium en tout cas utilisé pour réaliser l'autofiction, et on utilise le livre comme un moyen, comme un tremplin vers l'individu, vers l'être humain, pour comprendre là où il a enjolivé, dissimulé, ce qui est vrai ou pas. Et quand on est dans cette réception-là du livre, l'art n'est plus qu'un prétexte. Le livre est réduit à une singularité, à une individualité. Parlons du livre de Fatima Das, ne parlons pas d'elle-même. C'est ce qu'elle a voulu, c'est pour ça qu'elle a écrit un livre en fait, et qu'elle n'a pas fait des vlogs sur sa vie. Là, justement, c'est un sujet sur lequel je suis plutôt d'accord avec elle, mais qui entre peut-être en contradiction avec ce qu'elle disait justement sur la réception des œuvres de Springora ou de Neige Sino. Mais sinon, oui, moi je suis aussi tout à fait d'accord sur le fait qu'il faut prendre les livres pour ce qu'ils sont et ne pas chercher à tout prix à en faire autre chose, à en faire des aveux de ci ou des aveux de ça. Et c'est malheureusement ce que les médias mainstream font la plupart du temps, quoi. Quand ils invitent Édouard Louis, c'est pour qu'il fasse du Édouard Louis, qu'il ait ce côté très à fleur de peau,
qu'il montre avec émotion à quel point sa vie l'a affecté, etc., etc., quoi. Ils ne sont pas là pour lui demander pourquoi il choisit l'emploi, je sais pas moi, du présent, ou pourquoi il a décidé de, dans son dernier, justement, se mettre en scène comme le sauveur de sa mère, ou ce genre de truc, quoi. En même temps, j'ai envie de dire, est-ce que c'est propre à l'autofiction ? Je suis pas tellement sûre. Les livres sont très mal discutés dans les émissions, quoi. À part dans certaines émissions, je sais pas moi, de France Culture ou ce genre de truc. Et en plus, c'est peut-être pas si fréquent que ce soit des œuvres contemporaines ou des œuvres qui sortent. En général, ils seront discutés pour leur sujet, quoi. Pas pour leur matière, pas pour leur singularité artistique. Peut-être que l'autofiction à outrance peut s'expliquer, ou du moins se comprendre sous l'angle de la catharsis, un acte de courage, de vulnérabilité totale, de mise à nu absolue de son être. Mais nul être humain n'est une île. Écrire sur soi implique forcément d'écrire sur les autres qui nous façonnent, qui nous entourent, nos proches. Avec Knausgaard a plié le game de l'autofiction. C'est bon, c'est fini. Tout le monde peut aller se rhabiller, terminé, bonsoir. Chaos général. Son cycle de 6 livres autobiographiques, Mon combat, ou Mein Kampf en langue originale, oui, c'est le titre, a été une sensation mondiale, un succès inattendu. À commencer par lui-même. Dans chacun de ses livres, il revient sur une période de sa vie avec moult détails, le plus précisément possible. C'est véritablement une mise à nu autodestructrice. Pourquoi ? Parce que elle est profondément ancrée dans la haine qu'il a de lui-même, dans la honte qu'il a d'exister. Et en fait, il cherche à décortiquer, sans vraiment décortiquer, c'est plutôt exposer la complexité de tout ce qui constitue une identité, en l'occurrence son identité. Alors qu'il est lui-même père de 3 enfants, qu'il a 50 ans quand il se met à écrire son livre, il se met à table, littéralement. Il écrit et il se met à disséquer, à cartographier et à essayer de mettre à nu, littéralement, tous les fils de sa propre vie. Il dit tout et il dit trop. Il raconte dans le 2e livre notamment comment il a trompé sa première femme, et sa première femme n'était pas au courant. Il raconte l'alcoolisme morbide qui sévit dans sa famille et les impacts que ça a sur chacun. Il a finalement livré sa propre vie et avec lui la vie de tous ses proches, en pâture, aux mots, au langage. Il les a fait exister en tant que livre. Au début du 6e tome, son oncle, donc le frère de son père, il raconte comment il l'appelle et il fait tout pour empêcher la publication du premier livre. Il l'insulte, il lui dit que c'est immoral, que vraiment c'est honteux ce qu'il est en train de faire. Et moi-même, je me disais, mais en fait, il est un peu relou, cet oncle. Oui, il a le droit d'écrire son histoire, il a le droit de raconter, c'est aussi son histoire à lui. Jusqu'à ce que, dans ce même livre, plus tard, Knausgaard raconte un épisode maniaco-dépressif de sa femme de l'époque. Elle est décrite en fait en pleine régression, enfin en plein épisode traumatisant où elle se comporte comme une enfant. Elle n'est plus du tout la femme adulte qui a 3 enfants, qui est mariée, elle se comporte et agit exactement comme si elle était redevenue une petite fille. J'ai dû reposer le livre à ce moment parce que c'est la première fois dans les 6 tomes où j'ai vraiment eu en face le fait d'être voyeuriste. En fait, le fait de me délecter, alors par les mots certes, mais quand même, de la plus grande souffrance, de la plus grande vulnérabilité d'une personne qui n'avait même pas écrit elle-même ce qu'elle était en train de vivre. C'est son mari, c'est-à-dire que la personne avec qui elle a un vœu de confiance, de fidélité, de vie, qui dévoilait tout de cette vulnérabilité et de ce moment terrible de sa vie. Comme si à cet instant, je prenais conscience que ce que je voyais, peut-être que je ne devais pas le voir ou le lire. D'ailleurs, Linda Ronstadt, dont je disais qu'elle est... Donc là, ce qui me pose problème, c'est justement une lecture assez morale de ce qu'a fait Knausgaard avec son œuvre Mein Kampf, Mon combat. Je vous invite à voir ma vidéo, j'en ai parlé assez longuement. Le geste de Knausgaard est radical dans le sens où il va écrire, il va mettre à plat tout, ce qui est bienséant, ce qui ne l'est moins. Par exemple, sur l'alcoolisme de son père, justement, quand on en a parlé en France, on disait justement que ça avait fait scandale en Norvège, mais avec un côté critique un peu. Ça a fait scandale, ils ne sont pas à l'aise avec le fait de dévoiler justement l'alcoolisme parce que c'est un peuple qui est, je sais pas moi, luthérien, qui est dans les apparences et que justement c'était plutôt vu comme quelque chose de positif, qu'ils mettent à nu, enfin qui brisent ces apparences, qui montrent justement au sein de la famille comment ça se passe, quoi. Comment ça se passe dans cette famille avec un père autoritaire, un père qui a des problèmes d'alcool, et on le voyait comme victime, donc du coup on fait preuve d'empathie, et donc du coup on accepte qu'il puisse justement écrire sur ça. Mais ce que dit Knausgaard, ce que montre Knausgaard, c'est que il va se montrer tel qu'il est, il va montrer sa vie telle qu'elle est, même avec les choses qui sont honteuses, même avec les choses qui ne sont pas à être écrites. Et on peut pas dire que c'est bien dans un cas parce que il est victime et parce que ça a des impacts vraiment négatifs dans sa vie, et regretter qu'il fasse la même chose avec sa femme. En fait, la radicalité de Knausgaard, c'est ça, c'est justement, je vais tout écrire, même les choses que vous n'avez pas envie de lire. Et donc là, pour le cas de sa femme, c'est aussi, enfin, ce qu'elle dit en fait, c'est qu'elle voit que l'aspect justement de souffrance que sa femme a dû avoir et la honte qu'elle a dû ressentir, et ce qui est juste, mais en même temps, c'est nier le fait que une maladie
psychiatrique peut avoir des effets, peut avoir des conséquences sur toute une famille, sur les proches, etc. Et c'est ça qu'il met en place, quoi. Et en plus, le livre ne parle pas que de ça. Enfin, Knausgaard, justement, comme elle dit, c'est vrai qu'il plie le game un peu de l'autofiction en faisant une œuvre monstrueuse, une œuvre vraiment que je vous recommande. Dans ce livre, justement, il va parler de Hitler. Il prend le parti de parler de Hitler pendant plus de la moitié du livre, je crois. Dans cette œuvre, il va souvent parler d'œuvres d'art. Il va parfois, à un moment, je ne sais plus si c'est dans ce cycle-là ou si c'est dans le cycle des saisons, il va écrire. Et puis tout à coup, il va partir sur un autre personnage qui n'existe pas, il va inventer l'histoire d'une femme, et il va nous parler enfin, il va vraiment quitter la vie de Knausgaard pendant des pages et des pages et des pages, et revenir à lui comme ça. Et en fait, Knausgaard, parce que moi, à ce moment-là, quand j'ai lu Knausgaard, l'autofiction, j'avais l'avis justement de Gascogne, du « oh là là, c'est du nombrilisme, oh là là », enfin, l'avis random, on va dire, de l'autofiction. Et ça m'a montré, justement, qu'on peut tout faire, qu'on peut avoir une liberté immense, comme une liberté dans la fiction. Il prend le parti, parfois, de d'écrire sur les tuyaux d'arrosage et d'expliquer à la fois pourquoi ils ont été fabriqués, à la fois comment ils s'en servent, à la fois... Et ça fait des réflexions sur la vie, sur la mort, sur l'humanité, quoi, sur l'absurdité de l'humanité, ou sur le côté fourmi et ruche humaine un peu qui existe avec tous ces petits objets qui nous entourent et qui n'ont pas d'âme, mais en même temps, dès qu'on décide de s'y pencher, dès qu'on décide vraiment de se concentrer dessus, on voit la beauté de chaque chose, la singularité de chaque chose. Il nous fait voir le monde, il nous refait voir en fait les choses qui nous entourent, quoi. Et c'est ça qui est génial avec Knausgaard. Donc là, je sais plus pourquoi je suis partie sur Knausgaard, à quel point je l'adore, mais ce que je voulais dire, c'est que on peut pas dire Knausgaard, il écrit sur l'alcoolisme de son père, c'est super, et dire Knausgaard, il écrit sur la maladie de sa femme, non, pas bien. C'est une lecture morale. Si on aime Knausgaard, on aime aussi quand il dit des choses qu'on n'a pas envie qu'il dise, quoi. C'est ça qui le rend humain. C'est ça qui rend son œuvre singulière. C'est ça qui la rend vraiment multidimensionnelle, quoi. Maintenant que Knausgaard considère qu'il a terminé son cycle d'autofiction, qui est également fascinante, dérangeante, qui est vraiment une des meilleures œuvres que j'ai lues en 2021-22, maintenant qu'il s'est entièrement raconté, il n'écrit plus d'autofiction. Suite à ça, il a écrit des textes beaucoup plus courts, un format très différent, que je n'ai pas lu. Et plus récemment, il a publié, ou en tout cas a été traduit en français, L'Étoile du matin, qui est un roman de science-fiction, en tout cas qui flirte avec la science-fiction, et c'est juste génial. En fait, le livre est génial. Et moi, j'y allais vraiment dans ce livre en me disant non, mais ça va forcément être moins bien que son cycle, il a tout donné, c'est son œuvre et tout. Bah, en fait, non. J'ai été complètement détrompée, j'ai été happée par cet énorme livre de 1000 pages facilement, et je pouvais plus m'arrêter de le lire tellement je retrouvais sa patte, et en même temps, il écrit complètement autre chose. C'est vraiment de la fiction. Il voulait écrire un livre sur son père, sur la figure de son père, il en a puisé jusqu'à la moelle la substance de sa vie. Sa vie a été sa matière, mais maintenant que c'est fait, il est passé à autre chose. Et là c'est vraiment je pense que quand j'ai regardé la vidéo, le truc qui m'a fait vraiment me dire « Ah, j'ai envie de faire une vidéo réponse », parce que quand on lit L'Étoile du matin, après le cycle des saisons et après Mon combat, on voit à quel point la fiction n'existe pas, à quel point les personnages, il en a fait ils ressemblent justement aux personnes qui vivent dans sa vie, quoi. On voit à quel point, on voit, ce que je dis, la porosité entre la fiction et entre l'autofiction. C'est ça qui est aussi vraiment bien et qui rend ses œuvres complémentaires à Knausgaard, c'est que quand on voit comment son père est dans sa vie, on reconnaît le personnage d'Arne, ou je sais plus comment il s'appelle dans L'Étoile du matin. Quand on voit la femme de Knausgaard qui souffre d'épisodes maniaques, on reconnaît la femme justement de Arne qui va décapiter un chat, etc. On sait que qui parle de Linda encore à ce moment-là. On voit en fait, c'est ça qui est vraiment super, c'est que c'est comme si on voyait un travail préparatoire avec l'autofiction qui amène à la fiction. Mais en même temps, on pourrait dire la même chose. On pourrait dire que la fiction, le livre qu'il a écrit ensuite, L'Étoile du matin, aurait pu donner l'autofiction. En fait, ça se nourrit, c'est un cercle comme ça, et vouloir séparer à tout prix l'un de l'autre, c'est passer, je pense, à côté de la singularité des auteurs qui écrivent. Qu'est-ce qui va faire que chez Knausgaard, je vais aimer ses romans, et qu'est-ce qui va faire que je vais aimer son autofiction ? Est-ce que ça va être tellement différent ? Non, en fait. Parce que Knausgaard va mettre des descriptions, parce que Knausgaard va parler d'autres personnages que de Knausgaard. Et moi, je pense que vraiment, un des principaux problèmes de l'autofiction française un peu mauvaise ou un peu médiocre, c'est que en général, ils parlent que d'eux, de leurs opinions, de leur vie, mais sans jamais donner de place et d'ampleur aux autres personnages ou au monde qui les entoure. Donc c'est ça le côté nombriliste de ces autofictions-là, je pense avec BD par exemple. Là, justement, Knausgaard va se traiter comme un personnage à part entière. Donc, avec ses bizarreries, mais avec aussi justement le bénéfice d'écrire sur l'autofiction, c'est de se connaître
par cœur et donc de pouvoir faire des personnages complexes, des personnages nuancés. On voit que sa construction narrative, donc en ayant lu son autofiction, se base justement sur sa vie, se base sur ce qu'il voit, se base sur toute son expérience sensible au monde, quoi. Et je crois qu'en lisant Knausgaard, on a envie de dire tout est autofiction, toute œuvre est autofiction. Toute œuvre se nourrit de l'expérience sensible de l'auteur, et toute bonne œuvre, justement, devrait s'en nourrir. Un livre de science-fiction ou un livre de, je sais pas moi, un livre historique ou un livre va, justement, pour être intéressante, se nourrir, se baser sur le monde, sur la vision du monde, sur l'expérience du monde de son auteur. Je le dis haut et fort avec le sens de la mesure qui me caractérise. Nous sommes fatigués de l'autofiction dont vous nous gavez à en vomir. Dans un univers infini, où tout est possible, pourquoi choisir le plus petit atome, vous-même? C'est devenu un peu l'opium de la classe écrivante française, écrire son autofiction. Et aujourd'hui, c'est tellement présent qu'il nous semble qu'on ne peut plus écrire en fait sur autre chose que sur soi, ou qui ne soit pas au moins basé sur soi ou sur sa famille. Là, encore une fois, c'est faux. Enfin, moi, j'ai regardé un grand nombre sur Babelio, il y a toutes les sorties littéraires. J'ai regardé, donc, pour septembre, pour préparer mon magazine, et j'ai vu qu'il n'y avait presque pas d'autofiction. Il y en avait très peu. Celle qui est sortie là récemment, c'est Édouard Louis. Mais après, sinon, les éditeurs n'ont aucun intérêt à éditer des textes de n'importe qui, quoi. Ils vont éditer des autofictions uniquement si c'est des autofictions d'auteurs qui fonctionnent. Sauf que les auteurs qui fonctionnent ne vont plus écrire d'autofiction, puisque c'est un genre qui ne marche pas. Il faut quand même voir ça comme un système économique qui fonctionne aussi en termes de rentabilité, quoi. Donc, non, il n'y a pas plein d'autofictions. On n'est pas gavé par les autofictions. Il n'y en a presque plus, en fait. Il y en a presque plus. Il y en a encore moins venant d'auteurs inconnus. Moi, ça me fait penser... En gros, c'est pour ça que j'ai mis ce titre, si c'est bien le titre que j'ai mis finalement. Ce n'est pas l'autofiction qui nous gave, c'est la littérature bourgeoise. C'est tous ces auteurs qui écrivent des petits livres de merde, des livres à sujet, justement, dont elle parle dans la vidéo. Les autofictions ne sont pas vraiment responsables de la baisse de qualité, et en plus, la baisse de la qualité est même un mythe, parce que, en fait, des livres de merde, il y en a toujours eu. Donc, ce que je voulais dire, c'est que par littérature bourgeoise, on entend aussi les opinions des auteurs, leur manière de voir le monde, leurs intérieurs, leur sujet de prédilection. Le sujet de prédilection de la rentrée littéraire, c'est l'adultère, par exemple. Est-ce que c'est toujours mis en scène dans une autofiction? Non. C'est souvent dans des œuvres de fiction, et pourtant c'est autant chiant que si un auteur racontait comment, justement, sa maîtresse était pas gentille avec lui, ou ce genre de truc, quoi. On en a marre de lire les mêmes histoires, non pas parce que elles se racontent et elles aiment se raconter, et elles aiment se regarder, s'écrire et se dire, mais parce qu'elles viennent de cette classe bourgeoise qui nous sert une littérature qui est parfois exsangue, qui aime se regarder écrire, mais non pas sur elle-même, mais sur ses opinions, en travestissant ça à travers des personnages ou ce genre de choses, quoi. Je sais que Qu'est-ce qu'on y va après citer des livres de fiction qu'elle voit comme justement plus prestigieuses que l'autofiction. Dedans, il y a Cabane de Abel Quentin, qui est justement un symptôme de cette littérature bourgeoise, qui, depuis 3 livres, enfin il en a écrit 3, écrit des livres où il cache ses opinions justement sur le monde, sur la société, sur les travers de, à la fois, je crois que son premier c'était sur le djihadisme, à la fois sur la cancel culture, à la fois sur le combat écologiste, dans la bouche de personnages qui ne sont que une sorte de division assez grossière de lui-même, quoi, de toutes ses opinions qui peuvent être plus ou moins contradictoires, ou etc., etc. Donc moi, je pense que c'est vraiment ça contre quoi il faut qu'on se batte aujourd'hui, contre la médiocrité littéraire, non pas contre un genre, contre la médiocrité d'un milieu qui est totalement consanguin, presque, on a envie de dire. Bon, pas totalement, après c'est vraiment... Là, je force le trait, c'est vrai que si on devait partir en nuance, il y a encore beaucoup d'auteurs qui sont bons, il y a encore beaucoup de jeunes auteurs qui arrivent à se faire éditer. Enfin, ce que je veux dire, donc, c'est que dans beaucoup de livres aujourd'hui, il n'y a aucun regard singulier sur le monde, quoi. C'est juste des déclinaisons toujours des mêmes thèmes, etc., etc. Mais l'autofiction n'a rien à voir. Moi, par exemple, quand on regarde le Goncourt, il y a toujours le même type de livre, et l'autofiction peut-être apparaît dans un cas. Donc 1 cas sur 16 cette année, c'est pas énorme, quoi. Et pourtant, beaucoup de livres qui sont dans le Goncourt sont médiocres. Et comme la fiction, comme la littérature est l'un des premiers viviers dans lequel vont puiser aussi d'autres formes artistiques, comme la forme cinématographique pour commencer, les séries, aussi les BD, ce n'est plus qu'un problème de littérature qu'on peut regarder comme un effet de mode sur les livres. Ça impacte tout notre rapport à la fiction et de ce qu'on peut attendre d'une fiction.
Et c'est ça qui me dérange. Car je suis contre l'autofiction en ce qu'elle réduit misérablement le champ de l'imagination de ce que la littérature peut nous proposer. Dans les livres d'autofiction, souvent, il y a très très peu de personnages. 1, 2, 3, enfin vraiment, c'est un vase clos, c'est un huis clos. Il y a très peu d'actions en général au profit de se regarder vivre, regarder son âme, s'analyser. C'est de la glose en fait sur soi-même qui n'est pas toujours, encore une fois, ni inintéressante, ni mal écrite, c'est pas le sujet, mais c'est petit en fait. Donc la question là qui vraiment me brûle les lèvres, c'est est-ce que c'est vraiment l'autofiction qui est responsable ? Est-ce que c'est vraiment l'autofiction qui est responsable de ce qu'elle dit, de cet amenuisement de l'imaginaire, où justement, comme je disais, je prends le titre et je le prends à dessein, je le pique à Nicolas Framont, est-ce que c'est pas la bourgeoisie qui nous restreint à son milieu et à ses opinions ? Je vais pas me répéter parce que c'est ce que je viens de dire, mais en quoi on voit l'autofiction déclinée dans les films, particulièrement dans les séries, dans tout ce qui est représentation, quoi, artistique, en quoi on le voit ? Il n'y a rien d'autofictionnel spécifiquement dans le cinéma, j'ai l'impression. Par contre, de bourgeois, de complaisants, de nombrilistes, on peut dire que oui. Mais ce n'est pas sur le fait d'écrire sur soi. En fait, le problème, c'est pas l'autofiction, parce qu'une autofiction sur... Enfin, je crois que justement, c'est quelque chose que j'ai vu dans les commentaires de la vidéo de Qu'est-ce qu'on lit. Une autofiction d'une ouvrière, ou d'une caissière, ou d'une instit, ou de... Enfin, bref, je vais pas dire tous les boulots qu'il y a. Une autofiction d'une personne qui n'est pas bourgeoise, ce sera pas la même autofiction que celle de Beigbeder, fils de noble. Et pourtant, comme par hasard, on n'a presque jamais accès à ce type d'autofiction. Donc c'est un problème de classe, non pas de genre. Donnez-nous des histoires, des mondes entiers, des personnages tellement différents de vous que quand vous les écrivez, ils vont vous surprendre. Mettez de l'invraisemblable, mettez du romanesque, du délirant. Brouillez les pistes, jouez avec nous, les lecteurs et les lectrices. Ne nous prenez pas pour des buses, et surtout, ne nous prenez pas pour des simples réceptacles du spectacle de votre intimité. Les lecteurs, nous n'en pouvons plus, on a compris qu'une rupture, c'était difficile. Si l'imaginaire qui est accessible au lecteur est restreint et stérile et vide, ce n'est pas à cause de l'autofiction ou ce n'est pas à cause de ses auteurs ou de ses défenseurs. C'est à cause d'un milieu qui est quand même, on va dire, où il y a beaucoup d'entre-soi, où il y a un certain parisianisme ou ce genre de choses, quoi. Et encore, quand je dis ça, je sais que, encore une fois, c'est assez grossier, parce qu'il suffit d'être un petit peu renseigné sur ce qui sort, et lire, et aimer lire, et je sais que c'est le cas, justement, de Qu'est-ce qu'on lit, pour savoir qu'on a une grande offre, quand même. Je trouve que c'est toujours dommage, un peu, de pleurer sur le fait que le monde littéraire, ou l'offre littéraire est bouchée, et vide, et n'offre pas assez d'histoire, alors que c'est faux. En fait, il y a énormément d'histoires. Quand j'ai essayé, donc encore une fois, je repars sur mon truc quand j'ai lu un grand nombre de résumés de sorties actuelles pour essayer de les regrouper, pour voir des tendances. Tu parlais dans le micro là. Mais si. Bon, c'est pas grave. Parce que c'était vachement bas là. Oui, pour voir des tendances dans les sorties littéraires, j'ai vu que c'était un exercice quand même relativement difficile, puisqu'il y avait peut-être des grandes modes, enfin, je sais pas moi, l'Italie ou ce genre de trucs, mais en général, les histoires se ressemblent pas tant que ça. Après, la question c'est quelles histoires vont être mises en avant, et là après c'est une question de qui s'occupe des prix littéraires, qui s'occupe des émissions littéraires, etc., etc. En fait, le problème, en fait, on va pas dynamiter un genre littéraire, encore une fois, je sais que je fais que me répéter, mais vraiment, je veux qu'on comprenne, ce n'est pas ce genre littéraire qu'il faut dynamiter, mais tout le système médiatico-littéraire. Bon, je rappelle donc que j'ai coupé pas mal de passages, donc si vous voulez savoir exactement pourquoi je fais cette vidéo, je vous rappelle que vous pouvez regarder celle de Qu'est-ce qu'on lit. Je trouve que c'est intéressant de discuter, de rester donc sur une sorte de dialogue, même si, ça peut être un peu monologue de mon côté, et après j'essaye de faire, ça peut faire un peu dialogue forcé, mais j'essaye quand même de rester bienveillante et je veux pas non plus que ça paraisse comme une confrontation. Je trouve quand même que ce qu'elle soulève peut être aussi intéressant, et c'est des critiques qu'on peut aussi, en tout cas qui m'ont fait réfléchir, la preuve, cette vidéo. Et voilà. Bon, j'espère que ça vous aura intéressé. Je vous remercie de m'avoir regardé et je vous dis à très bientôt. C'est bon, boubou!